Viens voir, t'as forcément déjà vu ce genre de scène. Des champs arrosés en pleine après-midi sous 38 degrés au soleil. À première vue, ça semble complètement illogique. On entend toujours qu'il vaut mieux arroser les plantes tôt le matin ou en fin de journée, alors pourquoi les professionnels du métier ne le font pas? J'ai creusé la question pour élucider cette aberration qui n'est peut-être pas si illogique que ça. Bienvenue dans le labo au milieu des champs, où l'on apprend des trucs sur la planète, plus ou moins intéressants. S'il y a bien un truc qui est contre nature, c'est d'arroser sous le soleil, puisqu'en général, quand il pleut, il y a des nuages. Et comme souvent, quand on va à l'encontre de la nature, ça pose quelques problèmes. T'as sûrement déjà le premier en tête, c'est l'évaporation. On entend dire qu'en plein midi estival, jusqu'à 60% de l'eau peut s'évaporer avant même d'atteindre les racines des plantes. Après, quand on regarde des études sérieuses sur le sujet, on se rend compte que c'est seulement 15 à 20% de l'eau du sol qui s'évapore, ce qui change quand même la donne. Mais le truc le plus gênant, c'est que l'eau, ça brûle. Et oui, quand le soleil est intense, les gouttes d'eau posées sur les feuilles concentrent les rayons solaires en faisant effet loupe, ce qui brûle le feuillage. Bon, j'ai un scoop, l'eau qui brûle les feuilles, c'est un mythe. Il n'y a aucune preuve scientifique que des gouttes d'eau puissent concentrer suffisamment les rayons solaires au point de roussir des feuilles. La brûlure des feuilles est un phénomène qui existe bel et bien, mais ça vient d'ailleurs. En général, c'est que la plante est déjà en manque d'eau à l'intérieur de ses tissus, et ça peut arriver pour plein de raisons. Des racines qui n'arrivent plus à pomper correctement, un sol trop compacté, des chaleurs extrêmes, voire des excès de sel ou un manque de potassium. Mais la légende de l'eau qui brûle persiste parce que les gens font le lien entre le soleil et leur arrosage sans voir que leurs plantes étaient déjà en galère de stress hydrique. Après, ce qui est vrai, c'est que les plantes n'ont pas l'habitude d'être mouillées quand il fait beau. Même, ça les stresse. Quand leurs feuilles chauffées par le soleil rentrent en contact avec de l'eau froide, ça crée un choc thermique dont la plante se protège en fermant brusquement ses stomates. Cette réaction de défense interrompt temporairement la photosynthèse et les échanges gazeux, ce qui peut légèrement ralentir sa croissance, et ce stress trop répété peut affaiblir les défenses naturelles de la plante. D'ailleurs, s'il y a bien une culture qui nous intéresse quand on pense à l'arrosage des champs en plein soleil, c'est le maïs. Il y en a partout à travers nos campagnes françaises, et on a tous déjà vu un canon d'irrigation tourner dedans en pleine journée. Le maïs, c'est une plante qui nous vient d'Amérique centrale. À la base, il pousse dans les régions tropicales où il fait chaud et très humide. C'est donc le climat dont il a besoin pour mûrir. Alors en le cultivant chez nous en Europe, on a dû créer des variétés de maïs qui supportent notre climat tempéré. Résultat, aujourd'hui, le maïs qu'on cultive en France n'est plus exactement le même que celui des Aztèques, mais ça reste toujours une plante d'été avec un cycle calé sur les grosses chaleurs. Mais alors pourquoi on en cultive autant en France s'il n'est pas bien adapté à notre climat? Ça a l'air d'être une fausse bonne idée, mais en fait il y a plusieurs arguments. D'abord, le maïs est hyper polyvalent. Il sert pour l'alimentation animale, surtout l'ensilage des vaches, mais aussi pour des produits industriels comme la fibre de maïs qui remplace certains plastiques, et un peu pour l'alimentation humaine. Ensuite, c'est l'argument principal, il est très rentable. Le maïs donne de bons rendements, surtout quand il est irrigué. Et comme c'est une culture stratégique pour l'élevage français, elle est soutenue par les filières agricoles et la PAC. Bref, le maïs répond encore aujourd'hui à un besoin énorme dans notre système agricole. Après, avec les périodes de sécheresse de plus en plus longues et nombreuses, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas d'autres cultures moins gourmandes en eau et tout aussi rentables. Mais au fait, est-ce qu'on sait combien d'eau ça consomme exactement? Eh ben oui, voici la liste des cultures les plus courantes avec leurs besoins en eau pendant tout leur cycle de croissance. Roulement de tambour, le maïs n'arrive qu'en 5e position. Alors d'où vient sa réputation d'être gourmand en eau? Eh ben ça vient du fait qu'il a principalement besoin d'eau en plein été, pendant sa floraison. On voit que le blé demande presque autant d'eau que le maïs, mais son cycle est plus long, alors il peut profiter des pluies d'hiver et de printemps. Si on croit que le maïs consomme énormément d'eau, c'est seulement parce qu'on a l'habitude de le voir être arrosé. Après, le vrai problème ne vient pas de la quantité d'eau nécessaire, mais de la provenance de l'eau. Et pour le coup, par rapport au blé, le maïs consomme plus d'eau puisée dans les réserves, à un moment où justement beaucoup de régions en manquent. Alors tout ça c'est très intéressant, mais ça nous explique pas vraiment pourquoi les agriculteurs arrosent si souvent leurs champs en plein cagnard. Et la vraie réponse est beaucoup plus complexe qu'un simple « ils font n'importe quoi ». On voit ça tout de suite. En agriculture, l'irrigation c'est un casse-tête géant où il faut jongler entre la disponibilité de l'eau, la météo, le matériel et les règles locales, ce qui donne 6 raisons concrètes et logiques d'arroser en pleine journée. La première va te surprendre, c'est que parfois l'eau ne manque pas du tout. Je parlais de la disponibilité de l'eau qui est très inégale selon les régions. Et par exemple, ici en Alsace, on a un trésor sous les pieds, la plus grande nappe phréatique d'Europe, la fameuse nappe rhénane. Elle s'étend sur 300 km de long, 35 km de large et 70 mètres d'épaisseur, et elle contient 70 milliards de mètres cubes d'eau. Rien que la partie alsacienne contient 35 milliards de mètres cubes. À titre de comparaison, la deuxième plus grande nappe française, la nappe de Beauce, c'est environ 20 milliards de mètres cubes. Le plus cool, c'est que cette nappe se recharge naturellement plus vite qu'on ne la pompe. On prélève environ 500 millions de mètres cubes par an pour les industries, l'eau potable et l'agriculture, alors qu'elle en récupère 1 milliard chaque année.
Résultat, ici, pas de restriction d'irrigation, contrairement à d'autres régions. Alors oui, arroser à 14 h ça fait bondir, mais techniquement l'eau est là. Après, ça reste un cas très particulier, mais même dans les régions où ça manque d'eau, ça arrose parfois en pleine journée. Explication avec notre deuxième raison. En période de canicule, tous les agriculteurs ont besoin d'irriguer leur culture, sans quoi elle dessèche. Sauf que l'eau, ça sort pas des tuyaux par magie. Les réserves sont parfois limitées, et quand c'est la sécheresse, des restrictions d'usage sont imposées. Exemple très parlant, en Charente, un arrêté préfectoral interdit d'irriguer le mercredi et le dimanche en été, et l'irrigation est carrément coupée 3 jours et demi par semaine en alerte renforcée, du mardi soir au jeudi matin, puis du samedi matin au lundi matin. Avec ces restrictions, ça laisse peu de créneaux de nuit, alors les agriculteurs sont obligés de respecter des tours d'eau hebdomadaires pour lisser la demande et éviter que tout le monde pompe en même temps. Ils doivent donc se partager les quelques créneaux autorisés, ce qui inclut les heures en pleine journée. Troisième raison, l'équipement coûte un bras. Arroser un champ, ça se fait pas en ouvrant un simple robinet. Les agriculteurs investissent dans du matériel ultra cher, par exemple dans ces fameuses rampes d'irrigation. T'en as sûrement déjà croisé en voiture, puisqu'on les voit dans les champs depuis les routes. Il y en a deux types, les rampes à pivot fixe, comme celle-ci. C'est toute une ligne d'asperceurs qui est reliée d'un côté à une arrivée d'eau, c'est le pivot fixe, et le reste tourne autour de ce pivot pour arroser le champ en cercle. Le deuxième type, c'est les rampes frontales. C'est le même principe, sauf qu'elles avancent en ligne droite sur toute la longueur du champ. Ces rampes existent en plusieurs tailles, ça peut aller de 100 à 500 mètres de long, c'est énorme. Et il y en a facilement pour 30 000 à 65 000 euros par machine, c'est le prix de ma maison. Un troisième système très utilisé, c'est l'enrouleur. Son gros avantage, c'est qu'il est facilement déplaçable d'un champ à l'autre en le tirant au tracteur. On le branche à l'arrivée d'eau, puis le tuyau est déroulé au tracteur jusqu'à l'autre bout du champ, et quand le programme d'irrigation est lancé, l'enrouleur se met en marche et va progressivement ramener le canon d'aspersion vers lui. Là aussi, il en existe de plusieurs tailles, c'est vraiment très grand, et selon le modèle, ça coûte entre 15 000 et 50 000 euros. Vu les prix, on comprend que les agriculteurs s'en achètent pas tout le tour du ventre. En général, ils sont équipés pour une année normale, sauf que les années normales, ça se fait rare. Quand c'est une année très pluvieuse, ils ont donc trop de matériel, et quand c'est la sécheresse, ils en ont pas assez pour tout arroser la nuit. Ça nous amène à la quatrième raison qui en découle directement. Arroser un champ, ça prend du temps. Prenons l'exemple de l'enrouleur qui est très parlant. Pour que les cultures reçoivent assez d'eau, il faut que le canon n'avance pas trop vite. Une bonne vitesse par exemple, c'est 20 mètres par heure. Sauf que les champs, ça mesure des centaines de mètres. Donc à ce rythme, arroser une parcelle de 200 mètres, ça met 10 heures. Et après, il faut déplacer l'engin sur la prochaine parcelle. Donc en gros, un enrouleur peut faire seulement 2 cycles d'arrosage par jour. Tu vois le truc? Si tu as 10 parcelles à arroser et seulement 3 enrouleurs, tu fais tourner, tu déplaces, tu fais tourner, tu déplaces, le tout en continu, même en pleine journée. La cinquième raison est surtout valable dans les régions humides, c'est pour éviter les maladies. Au début de la vidéo, on a vu que l'arrosage de jour pouvait réduire petit à petit le système immunitaire des plantes, mais il y a pire, c'est l'humidité de la nuit. Les régions fraîches et humides sont naturellement propices au développement de maladies fongiques comme le mildiou et l'oïdium. En arrosant le soir ou la nuit, l'eau n'a pas le temps de sécher et elle va rester sur les feuilles pendant des heures, ce qui accentue l'environnement propice aux maladies. Pour éviter ça, les agriculteurs profitent parfois de la chaleur du jour pour laisser le temps aux plantes de consommer un maximum d'eau et de sécher un peu avant la nuit. Il y a d'autres facteurs botaniques qui entrent en jeu et c'est notre sixième et dernière raison, l'eau protège les plantes de la chaleur. Alors je sais, c'est l'inverse de ce qu'on a vu au début par rapport au stress de la plante à cause du choc thermique de l'eau froide sur ses feuilles chaudes, mais en période de très forte chaleur, la plante souffre encore plus de ne pas avoir d'eau du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plante se développe correctement seulement si elle peut respirer, et elle respire en transpirant de l'eau par ses stomates. Pour ça, il faut qu'elle ait accès à un sol bien humide. Mais en canicule, l'évapotranspiration du sol est très élevée, donc il devient vite très sec jusqu'à se fissurer. Sans eau disponible, la plante ne peut plus transpirer et elle surchauffe, ce qui crée un stress hydrique. Elle ferme alors ses stomates, ce qui baisse sa production de photosynthèse et ralentit sa croissance, jusqu'à ce qu'elle reçoive à nouveau de l'eau. Avec un sol humide, la plante peut continuer de transpirer et cette transpiration l'aide à refroidir ses feuilles. En fait, ça fonctionne un peu comme la sueur pour nous. Mais c'est pas tout. Le fait d'asperger les cultures, ça atténue l'effet de la canicule. C'est ce qu'a prouvé une étude en montrant que le taux d'humidité de l'air influence directement sur la température à proximité des cultures. Ils ont montré que l'arrosage en plein mois de juillet peut réduire la température de 3 degrés autour des plantes. C'est pas négligeable. Comme d'habitude, j'ai mis le lien de toutes mes sources dans la description. Les agriculteurs savent évidemment qu'en arrosant en pleine journée, une bonne partie de l'eau va s'évaporer, mais ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de protéger leur culture des fortes chaleurs, un peu comme nous avec les brumisateurs. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, quand tu verras des champs arrosés en pleine journée, tu sauras que c'est pas un choix par flemme ou par je m'en foutisme,
c'est un mix entre des contraintes techniques, botaniques, économiques, logistiques et météorologiques. Ça reflète bien la complexité du métier d'agriculteur. Et pour le maïs, le vrai problème, c'est qu'il n'est pas adapté à notre climat, donc il faut l'arroser artificiellement à une période où on a naturellement moins d'eau. En théorie, le cycle de l'eau est infini, mais dans la pratique, il n'est pas vraiment en continu. J'avais expliqué ça dans l'épisode précédent que j'affiche juste ici pour aller le voir. Je tiens à rappeler que mes vidéos sont sponsorisées par vous. C'est grâce à vous que je peux continuer de créer sereinement du contenu indépendant sans annonce commerciale, alors merci pour ça. Et je remercie tout particulièrement celles et ceux qui me soutiennent déjà sur Tipeee et Paypal. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à bientôt pour apprendre toujours plus de trucs intéressants sur la planète.